Alors, vous avez entendu en coulisses qu'on travaille fort, même pendant les pauses. On veut s'assurer que vous ayez un événement à la hauteur de vos attentes. Et pour ça, ben, on vous tient aux aguets. Alors, c'est pour ça qu'on a des petites questions pour vous. Une autre petite question, et cette fois-ci sur le thème qui s'en vient sur la mobilité. On le sait, avec la pandémie, ben, on est pas mal plus casanier, on reste dans notre maison. Alors, ça a changé nos besoins de mobilité. J'ai bien ri d'ailleurs, il y a des publicitaires qui s'en sont inspirés, qui ont mis des voitures qui dorment dans les rues. Et ça, vous allez voir que notre invitée Catherine Morancy trouve ça triste de voir des voitures dormir dans les rues. Alors, la pandémie, je vous le disais, a changé nos besoins en mobilité et en transport. Est-ce que vous pensez que ça a changé pour toujours, donc de façon permanente, ou c'est temporaire, puis on va revenir à nos habitudes? La parole est à vous, donc vous votez. Et pendant ce temps-là, je vous présente le prochain thème. Donc, je vous l'ai dit, la mobilité. Mais la mobilité, pourquoi c'est important? C'est que c'est un secteur qui consomme beaucoup de ressources et qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. En fait, c'est un des secteurs les plus importants pour le Québec de génération de gaz à effet de serre. Puis, le visage du transport, ben ça se transforme. Pourquoi? Parce que nos habitudes se transforment. On a parlé du télétravail, on pourrait parler de nos façons de commander en ligne. Donc, tout ça fait en sorte qu'on doit se questionner, on doit réfléchir sur la circularité des transports. Et avec nous, Catherine Morancy, qui est professeure titulaire à la Polytechnique de Montréal, Yves Sagnières, qui est directeur des programmes logistiques durables Mobis Coop Carbone en France, si ma mémoire me sert bien, et Sarah Hood, qui est présidente directrice générale de Propulsion Québec. Mais juste avant de leur donner la parole, je vais aller voir quand même, est-ce que vous pensez que c'est permanent ou temporaire? On attend la réponse, on a hâte de voir. C'est partagé. Donc, certains pensent que c'est temporaire à 56 %. D'autres pensent que c'est permanent. Donc, il y a des choses qui ont changé fondamentalement. Je trouve ça très intéressant. Donc, on va voir. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais peut-être, justement, qu'on sera en mesure de changer certaines choses. Et je vais commencer avec vous, Catherine Morancy. Je le disais, vous trouvez ça effrayant, avec raison, que plus de 90 % du temps, nos voitures soient stationnées. Et je ne sais pas à combien c'est monté pendant la pandémie. Je pense que c'était un peu plus que ça. On achète de plus en plus de gros véhicules. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, avec l'utilisation de l'auto solo et la façon qu'on gère nos infrastructures? Qu'est-ce que ça vous dit sur la mobilité? Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Quand j'enseigne, je fais faire de la prospective, puis on vit actuellement un scénario de rupture, donc c'est très intéressant. On a des tendances pré-pandémie. On voyait quand même que l'industrie automobile allait très, très bien au Québec. On n'a jamais eu des taux d'accès à l'auto aussi élevés. La flotte de véhicules se transforme beaucoup. En même temps, on sait que c'est pas un bon investissement acheter un véhicule, ni pour un individu, ni pour un ménage, ni pour la collectivité. Donc, effectivement, ça fait questionner. Je pense que ce qui est posé aujourd'hui c'est la façon de réduire la consommation de ressources, c'est comment ces comportements qu'on a peuvent être transformés pour réduire la consommation de ressources, mieux utiliser nos infrastructures. Vous êtes généreux quand vous dites que c'est 90 % du temps stationné. Pré-pandémie, c'était plus que ça déjà, 95 % du temps. Là, je pense qu'on vit actuellement avec un surplus de véhicules, là. Définitivement. Il y en avait déjà un avant. Là. Je pense qu'il est encore plus important. La question posée sur la persistance des comportements, c'est une très bonne question. Elle est très ambivalente parce qu'il y a des comportements qui devraient se poursuivre, d'autres devraient ne pas se poursuivre. C'est pas clair. Quand on regarde en psychologie, on nous dit que ça prend entre 22 et 254 jours à adopter une nouvelle habitude, mais qu'on sait très bien qu'il y a de nouvelles habitudes qui ont été adoptées. Et là, il y a des questionnements sur le retour. Je pense qu'on va garder les belles choses de la pandémie. Peut-être qu'on devrait se débarrasser de certaines choses aussi. Donc, je pense effectivement que cette question de surplus de véhicules, elle est importante. Ça amène quand même un questionnement sur le rôle de la voiture dans nos vies, sur cet outil de mobilité pour répondre à l'ensemble de nos besoins. On se questionne sur la transformation des systèmes d'activité.
je pense qu'il y a quand même un risque. C'est jamais aussi simple qu'on pense, analyser ces comportements de mobilité. On voit le télétravail comme étant une belle opportunité pour réduire la mobilité. C'est pas clair que ce sont les effets, parce que ça peut engendrer aussi un phénomène d'étalement urbain qui va augmenter les distances de déplacement, puis qui va finalement faire en sorte que certaines personnes vont vivre dans des quartiers qui sont totalement dépendants de l'auto. Donc, on crée des quartiers captifs de l'automobile. Donc, c'est pas pour nous aider. Et évidemment, si on se déplace moins, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent à nous. Donc, on génère aussi des déplacements d'une autre nature. Donc, il faut faire très attention. On a eu l'habitude de séparer les analyses sur la mobilité des personnes et des marchandises, mais je pense qu'on voit de plus en plus qu'il y a vraiment une interaction importante entre comment je choisis de me déplacer, comment je choisis de consommer et ce que je vais générer comme kilomètre. Donc, voilà, je vais avec ça pour commencer. Ben, je pense que ça met tout à fait bien à table et vous avez justement passé, en beau québécois, on dit passer la POC au prochain intervenant qui est Yves Sagnières, parce que la question, elle est là. Quand les choses viennent à nous, puis on l'a vu avec l'achat en ligne, ben il faut faire livrer des choses. Et donc, là, la question, c'est comment on assure une circularité plus grande dans le transport et la livraison des marchandises. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur le panel. Oui, c'est une très bonne question et effectivement, c'est ça, Catherine. Soit on va acheter quelque chose, soit on le fait venir. Et puis depuis presque l'année et demie maintenant, on les fait beaucoup venir. Et souvent, c'est de manière non optimisée. C'est-à-dire que quand on parle des derniers et des premiers kilomètres, quand on envoie ou qu'on te reçoit, il y a effectivement beaucoup d'optimisation à pouvoir faire, que ce soit des optimisations des routes, donc la manière dont les camions sillonnent les rues. D'ailleurs, la première question est, est-ce que ça devrait être un camion ou est-ce que ça devrait être plus adapté, que ce soit des vélos ou des petits véhicules électriques, comme on en voit un peu plus à Montréal, ça c'est très bien. Ensuite, on a bien sûr le taux d'optimisation à l'intérieur du véhicule. Donc, tous les kilomètres ne sont pas égaux, c'est-à-dire qu'un camion qui fait 1 kilomètre avec un paquet ou 100 paquets, c'est pas exactement la même chose. Et puis, finalement, on a aussi toute la gestion des déchets, parce que quand on va chercher quelque chose en magasin, c'est pas dans des boîtes en carton ou dans des boîtes emballées, etc. Et donc, il y a aussi tout le transport qui est de renvoyer ça quelque part. Souvent, on oublie ça, on ferme un peu les yeux, on ne sait pas où ça va. Et puis, bien sûr, la circularité, c'est de réutiliser et de remettre, voilà, on va dire sur le marché les différents produits. Et donc, il y a aussi tout le retour potentiel de ces affaires-là. Donc, on a effectivement beaucoup de choses à faire et c'est très, très intéressant, très passionnant parce que cette dernière année, on a eu plein de nouvelles hypothèses, plein de nouvelles choses qu'on a pu regarder et analyser. Donc, c'est excitant, entre guillemets, en ce moment sur le transport de marchandises. Ben, oui, c'est excitant parce que, dans le fond, on additionne vos présentations. Catherine nous parlait de cet étalement possible. Ben, justement, s'il y a en plus un étalement possible, ça veut dire qu'effectivement, ça devient plus difficile de livrer de façon optimisée parce que les gens sont plus étalés sur le territoire. Et ça, Sarah Hood, ça crée aussi les problèmes parce qu'on a beau dire qu'on veut faire ça avec des moyens de transport qui sont électriques, qui sont durables. Ça va bien parce qu'au Québec, on a un approvisionnement d'électricité renouvelable, mais n'empêche que l'empreinte carbone de ces différents véhicules-là est assez majeure. Donc, comment on assure une circularité dans l'électrification du transport? Merci d'abord de l'invitation. Merci aussi à mes deux collègues panélistes. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là, dont vous avez parlé, sur lesquels déjà j'ai le goût de rebondir. Effectivement, l'électrification des transports présente un défi au niveau de la circularité, notamment évidemment dans les batteries. Mais aussi dans la mise en valeur là, des différents résidus des minerais qui sont utilisés pour ces mêmes batteries-là là, tout le long, dans le fond, de la chaîne d'approvisionnement. Il y a cette question-là, déjà dans l'électrification des transports et ces véhicules, mais il y a aussi toute la question du transport intelligent. Nous, en fait, chez Propulsion Québec, on a dans notre membership des entreprises québécoises qui font des véhicules électriques, mais aussi qui produisent beaucoup de produits, qui manufacturent des produits, soit d'infrastructures intelligentes ou de véhicules intelligents qui permettent d'optimiser les chaînes logistiques notamment, mais aussi le transport de personnes, de mieux intégrer les différents modes de transport pour les personnes, mais aussi d'y intégrer du transport de marchandises, pour revenir un peu au point de Catherine, qui disait qu'on a traité
beaucoup ces deux questions-là séparément, mais il y a vraiment, je pense, devant nous des possibilités d'utilisation de technologies, notamment québécoises, pour pouvoir optimiser finalement le parc de véhicules sur la route, ce qui est vraiment pas le cas actuellement. Mais bon, pour revenir à la question d'électrification des transports, il y a la question d'abord des batteries. Nous, on a réalisé une étude, notamment en collaboration avec Recycle Québec, sur la nécessité d'instaurer des réglementations qui permettraient d'encadrer le recyclage des batteries. Ça, c'est un point extrêmement important. On pense qu'une réglementation élargie des producteurs permettrait à la fois, évidemment, d'encadrer le recyclage des batteries. On veut vraiment pas, c'est une matière dangereuse, on veut vraiment pas que ça se retrouve dans l'environnement laissé pour compte avec tous les dommages environnementaux que ça peut et de sécurité que ça peut engendrer. Mais on pense aussi que ça pourrait contribuer à créer un marché au Québec pour le recyclage de batteries. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant de part et d'autre. Il y a également des projets qu'on a pour la traçabilité des batteries, donc qui permet vraiment là, d'établir de donner aux consommateurs finalement une transparence sur la provenance des batteries. Donc, ça aussi, c'est le genre de projets qui peuvent améliorer le bilan environnemental des véhicules électriques. On pense aussi là, qu'à l'instar de l'Europe, on devrait instaurer des normes, des standards internationaux de performance et de durabilité des batteries et des bornes de recharge aussi, et de revalorisation de deuxième vie pour les batteries, parce que ça aussi, c'est important d'en parler. On parle beaucoup de recyclage des batteries, mais avant de les recycler, parce qu'elles vont finir en fin de vie un jour, mais avant de les recycler, on peut leur donner une deuxième vie, notamment pour le stockage d'énergie. Donc, ce sont tous des projets qui peuvent contribuer à réduire l'empreinte environnementale des véhicules électriques. Mais je pense qu'une chose qui est vraiment importante, c'est d'utiliser beaucoup plus que 5 % du temps ces fameux véhicules électriques en les mettant à la disposition, par exemple, en les mettant dans le cadre de flottes de Communauto, par exemple. Là, je nomme notre membre québécois, mais dans une perspective dans le fond, de mutualisation du parc de véhicules, donc plutôt que de posséder son propre véhicule personnel, on peut transiter vers des modèles où on est plutôt, on optimise finalement ces véhicules électriques-là. Donc là, si on s'inscrit dans une logique de réduire, transférer, améliorer, ben on coche plus de cases, là. Donc, en gros, là, je dirais que c'est ça pour la question de l'électrification des transports, mais on pourrait vraiment parler de transport intelligent aussi, là, qui permet vraiment... Vous ajoutez une couche supplémentaire à la réflexion. Avant d'aller justement dans cet élément de transport intelligent, parce que je pense que ça fait partie de l'équation. L'intelligence artificielle peut permettre d'optimiser des routes de transport, peut permettre un meilleur partage des ressources. Si on a une voiture, on est capable de mieux gérer les attentes, les temps d'attente et tout ça. Mais il y a des modèles, puis depuis, je pense que c'est ce dont on parle depuis 2 jours, changer les modèles, changer notre façon de voir. Et Catherine Morancy, posséder une voiture, ça reste encore dans le modèle nord-américain quelque chose d'importance. Je ne sais pas si c'est en train de changer avec les générations. On m'a dit que posséder un téléphone cellulaire, c'était plus important maintenant comme outil de liberté qu'une voiture. Mais est-ce qu'on est en train de changer cette perspective-là? C'est pas très clair, en fait, les tendances. On a eu un projet il y a quelques années, France-Québec, pour essayer de voir si on avait justement la perception de ce désengagement des jeunes envers l'automobile. C'est pas si clair. Il y a un retard dans l'acquisition en raison notamment des études plus longues. C'est positif, mais on n'avait pas encore une vue assez longue pour voir si ça allait persister. C'est très présent dans certains quartiers, évidemment, parce qu'on a besoin, pour ne pas posséder de véhicule, ça nous prend des alternatives. C'est clair qu'il faut qu'on soit capable de répondre à l'ensemble de nos besoins de mobilité avec d'autres modes. Et c'est pas toujours le cas dans l'ensemble des quartiers. Et je suis pas en train de dire qu'il faut essayer de le faire dans l'ensemble des quartiers parce que les quartiers ne sont souvent pas construits pour autre chose que l'automobile. Donc, on a vraiment un effet structurel. On crée, j'ai dit à quelqu'un, on crée des gouffres financiers
pour des opérations de transport en commun en mettant des gens dispersés dans les quartiers où il y a juste un usage. Donc, c'est sûr qu'on ne s'aide pas, effectivement. On ne s'assure pas qu'on va avoir d'autres alternatives. Oui, pardon. On a un grand territoire. En même temps, le Québec est vaste. Le Québec des régions versus le Québec densifié par exemple, de la capitale ou de Montréal, c'est des réalités qui sont un peu différentes. Oui, mais je pense qu'on a quand même un peu d'imagination à mettre là-dedans, c'est-à-dire que les modes actifs ont du potentiel partout et on l'a analysé à différents endroits. Les modes actifs ne peuvent plus être négligés. C'est la clé pour accéder à des réseaux de transport en commun, peu importe on se situe où. C'est la clé pour accéder à des services de proximité. C'est la clé pour développer l'autonomie des enfants. C'est la clé pour maintenir nos populations de tous les segments en santé. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire semblant que ça ne peut pas être un mode qui sert à quelque chose pour accéder à un lieu. Donc, ça, c'est le premier commentaire que je voulais dire. Je pense, par ailleurs, on va aller du côté d'Hélène. Hélène, est-ce qu'on a des questions du public? Oui, on a plusieurs questions du public. On voit qu'il y a un intérêt pour la mobilité. On a une question qui porte sur les modes d'approvisionnement. Le fait qu'on est dans un mode d'approvisionnement juste à temps, ça favorise le camionnage, donc ça a un impact environnemental énorme. Donc, comment on peut inverser cette tendance-là? Bien, j'ai peut-être... Yves, vous pourriez peut-être être celui qui met la table à cette réponse. Oui, écoutez, merci. Puis Sarah, je vais vous passer la parole juste après. Je pense que vous voulez dire quelque chose. Ah, pardon, excusez-moi, Sarah, parce que évidemment, on est à distance. Si on était tous un à côté de l'autre, je vous verrais lever le doigt ou je sentirais votre volonté d'interagir. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en fait, ça part beaucoup d'une valorisation de la chaîne logistique, aussi de comprendre les impacts que nos achats ont sur les transports, dans ces cas de marchandises. Donc, le juste à temps, effectivement, c'est la pire manière d'acheter en ligne. Ça désoptimise, on va dire, tout. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment ça. Et on a un projet avec différentes parties prenantes à Montréal pour essayer de faire valoriser justement une logistique verte et durable. Donc, on espère pouvoir rendre ça aux consommateurs et pouvoir calculer et quantifier aussi l'impact de ces choix d'achat. Sarah. Moi, j'adore cette question-là. On en a discuté justement à un forum économique et j'ai trouvé que l'impact de la pandémie sur la question du juste à temps est vraiment intéressante parce qu'effectivement, maintenant, ce sera considéré comme un risque de ne pas avoir de stock en inventaire pour pouvoir qui peut mettre fin à tout moment finalement à sa production. Et des investisseurs, des banquiers réagissaient à ça en disant que maintenant, on va même devoir modifier nos ratios, nos méthodes d'analyse de certaines du bilan financier de certaines compagnies pour valoriser les dépenses en inventaire, le maintien d'un certain niveau d'inventaire pour limiter le juste à temps. Je trouve ça super intéressant parce qu'on était tellement dans une logique de supra juste à temps pour avoir visité l'usine de Toyota au Japon. C'est un balai constant de livraison. C'est incroyable comment il n'y a absolument aucun stock en inventaire, puis les fournisseurs viennent 2-3 fois par jour dans un balai, littéralement livré. Et ce qui évidemment engendre pour les, tu sais, puis ça, c'est vraiment l'extrême du spectre là, si on veut, mais bon, on était vraiment dans cette tendance-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant que la pandémie ait amené cette perspective-là que dès que j'ai un bris d'un de mes fournisseurs, finalement toute ma chaîne de production est arrêtée. Donc de même remonter cet enjeu-là jusqu'aux banques, je pense que c'est clairement en tout cas un indice qu'il y a une prise de conscience, puis que peut-être ce changement-là va réellement s'opérer dans les prochains mois. Merci. Hélène, d'autres questions? Oui, on a des questions qui portent sur, on en a parlé un peu, le fait qu'avec la pandémie, les gens se rendent en région, mais il y avait déjà des gens en région. Oui. Donc, comment rendre plus durable la mobilité dans le contexte d'une région? On sait qu'il y a un éloignement. Des fois, on a des véhicules, des fois un peu plus gros, des pick-up et tout ça. Donc, comment vous voyez la mobilité durable dans un contexte régional? C'est intéressant, Catherine, parce que vous en avez parlé un peu, mais dans cette façon de peut-être aussi apprendre à partager la voiture quand on est en région aussi.
Tout à fait. Je vais quand même me permettre un commentaire que les voitures grossissent partout, hein, pas seulement en région. Parce qu'on en a des grosses voitures, même dans les milieux très urbains. Ceci étant dit, oui, je pense que ce ne sont pas les mêmes solutions qui peuvent être appliquées dans tous les contextes, là. Je remets en avant que ça prend des modes actifs, ça c'est clair. Mais ensuite, je pense qu'il y a un concept de sobriété qui n'existe pas nulle part, là, qu'il faut ramener dans la mobilité. Il faut être capable d'utiliser le meilleur mode quand on en a besoin. Et effectivement, le véhicule, je le répète, n'est pas un bon investissement ni individuel ni collectif. Il faudrait mieux l'utiliser. Et ça veut dire que des systèmes comme on nous a amené en 94 Communauto, hein, l'autopartage, qui est une façon de partager cet outil de mobilité. C'est un outil. J'ai besoin de me déplacer, peut-être que c'est le meilleur, je vais l'utiliser quand j'en ai besoin et le rendre ensuite, le laisser disponible pour d'autres. Il y a un gros potentiel de partage de flotte. Ça affranchit les ménages de la nécessité de posséder plusieurs véhicules, parce que des fois, on a peut-être besoin d'un à temps plein, mais le deuxième ou le troisième, peut-être c'est moins fréquent. Donc, il y a un énorme potentiel sur ces systèmes de flotte partagée. Ça permet de mieux utiliser cet objet qu'on a construit, il a quand même requis plusieurs ressources. Ça permet de réduire les coûts de transport, ça offre la flexibilité, parce que la voiture, c'est un bel outil. C'est juste qu'on l'utilise trop et mal. En fait, on en a trop et on ne les utilise pas assez. Donc, il y a vraiment un potentiel dans tous les territoires. Ben, je trouve ça intéressant. Sarah, vous avez parlé tantôt d'intelligence artificielle. Comment on peut mettre justement les développements technologiques à contribution pour s'assurer qu'on optimise, que ce soit les flottes de voitures, les flottes de camions? Il y a des possibilités pour ça. Ben oui. Puis, juste pour poursuivre dans l'idée de Catherine, bon, pour permettre aux gens dans des régions, puis il y a deux types de régions, hein. Il y a la moyenne ville, comme celle qu'on retrouve sur le bord de nos autoroutes, puis il y a la région extrêmement éloignée. Dans les moyennes villes, bon, déjà d'avoir un système de transport interurbain, soit un train, soit de l'autobus qui passe, déjà ça donne un transport là, pour pouvoir sortir de la ville. Puis ensuite, à l'intérieur de ces moyennes villes-là, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre elles, l'analyse de leur déplacement origine-destination est souvent très semblable. Tout le monde part à peu près à la même heure puis s'en va vers les gros pôles d'emploi, que ce soit le CLSC, l'école, etc., qui se trouvent souvent autour du centre-ville. Donc, s'ils offrent, par exemple, un système de taxibus, il y a quelqu'un, encore aujourd'hui, qui, à la mitaine, prend ça en note, reçoit l'appel ou, tu sais, s'ils ont un service en ligne, puis là, essaye d'optimiser ça, puis finalement, il y a à peu près 10 taxis qui suivent remplis, qui partent à peu près du même point puis qui s'en vont tous à peu près au même point. Tout ce beau monde-là aurait pu marcher ou tu sais, prendre un système de vélo-partage pour se rendre jusqu'à destination. Donc, le système à la mitaine a vraiment un potentiel d'optimisation avec un transport à la demande, puis c'est ça, l'injection de l'intelligence artificielle, d'une application, permettrait d'avoir des véhicules un peu plus gros, parce que 10 taxis qui suivent, on s'entend que c'est pas optimisé, d'avoir un véhicule un petit peu plus gros, tout le monde peut se rendre en vélo ou à pied. Puis ça permet de diminuer le nombre de véhicules par personne, parce que dans ces moyennes villes-là, comme les gens d'urbanisme me disaient, tout le monde a un char. Si tu es 4 dans la famille, il y a 4 chars. Il y a un stationnement pour 4 voitures. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'avoir juste une seule voiture si tout ce beau monde-là, finalement, a trouvé à se déplacer de façon agréable. Tu sais, si c'est au transport à la demande, moi, j'ai besoin qu'on vienne me chercher dans 10 minutes. Ah, ben bon, tu sais, tout ça est optimisé en temps réel. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là. Sinon, il y a des super beaux projets aussi de réutilisation de la flotte municipale. Ça, moi, je trouve toujours que c'est encore une fois, c'est un inventaire de véhicules qui dort tout le week-end. Là-dedans, il y a du pick-up. Là-dedans, il y a la petite auto. Là-dedans, il y a toutes sortes de véhicules qui dorment. C'est une façon de générer des revenus pour la municipalité. C'est intéressant. Puis, tu sais, souvent, il y a 3-4, il y a le garage municipal. Tu sais, c'est dispersé un petit peu partout dans la ville. Donc, il y a moyen d'aller chercher ça un petit peu partout. Ça, c'est une autre très belle opportunité. Puis, je tiens à dire que quand on a une voiture en place de 4 voitures dans une moyenne ville, là, ça dégage beaucoup de fonds dans un budget familial qui est souvent investi dans des restos, dans l'achat de toutes sortes d'affaires sur les rues commerciales. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, finalement, dans la municipalité. Ça permet une vie communautaire vraiment plus intéressante, des rues commerciales qui fonctionnent. C'est pas la rue principale de Dédé Fortin, là. C'est quelque chose qui marche. Puis voilà. Ben merci beaucoup. Vous avez dit un mot, c'est agréable aussi. Il faut rendre ça facile, il faut rendre ça accessible. Hélène, est-ce qu'on a d'autres questions?
Oui, Marie, on a une belle petite question ici, bien intéressante. Une étudiante du HEC qui, justement, dans son cours tout dernièrement, disait que la livraison juste à temps, l'approvisionnement juste à temps était la solution parfaite. Donc, comment on peut former les futurs gestionnaires qui vont avoir à prendre des décisions pour que ce soit plus en faveur du développement durable? Ben, c'est intéressant. Catherine, on va commencer par vous, je pense. Mais moi, je voudrais dire que... Comment on fait pour convaincre vos collègues d'enseigner les choses un peu différemment, peut-être? Moi, ma réaction à ce genre de constat, c'est qu'il y a quelque part dans le cadre d'analyse, abstraction complète de tous les impacts collectifs. Ça m'indispose, je vais utiliser ce mot-là. C'est-à-dire qu'on a tendance beaucoup à vouloir avoir une approche très nombriliste. Là. Moi, j'en ai besoin demain, puis la compagnie, moi, il faut que je fasse de l'argent, puis bon, chacun a ses propres... Mais on néglige toujours les impacts collectifs de certaines décisions. Et le jour où on va avoir une tarification qui va faire l'inclusion de ces externalités générées, peut-être qu'on va faire des pas en avant. Je dirais que c'est pas un blâme à personne, c'est qu'il faudrait que nos réglementations et nos politiques fassent en sorte qu'on encourage les bons comportements, qu'on décourage les mauvais, et ça va passer par des tarifications adaptées, puis la prise en compte de toutes ces externalités, parce qu'il y en a plein. Ah là là. Voilà. Est-ce que Sarah et Yves, vous voulez réagir? Yves? Absolument, oui, c'est ça. C'est les entreprises on va dire comme Uber et autres, qui sont, on va dire, absolument dans le juste à temps. C'est ça. Ils mettent la pression sur les autres, sur la société, sur le chauffeur qui doit avoir son propre véhicule, sa propre assurance, etc. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident? C'est la société qui paye, c'est l'entrepreneur, entre guillemets, si j'utilise des guillemets un peu lousses, qui paye. Et donc, en fait, on a eu une totale on va dire, c'est le juste prix n'est pas là. C'est-à-dire que le vrai prix d'un juste à temps est 3, 4, 5, je sais pas, ce serait une bonne idée d'ailleurs, Catherine, d'essayer de quantifier ça. Le vrai prix d'un juste à temps et pour l'instant, puis en plus, les prix sont à la baisse. Non seulement on veut plus rapidement, mais on le veut moins cher. Et donc, c'est pas le consommateur qui va payer, et puis c'est pas le commerçant qui va payer. Donc, c'est le système de transport qui prend tout et la société en parallèle. Ben, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, est-ce qu'on est prêt comme consommateur aussi à payer une prime? Parce qu'aujourd'hui, c'est juste à temps, mais peut-être que demain, j'aurai pas besoin du juste à temps parce que mon horaire est moins serré, puis j'ai bien planifié mes choses, puis je suis capable d'arriver, de me donner de la marge. Alors ça, c'est aussi peut-être une question qu'on peut se poser, Sarah. Bien, je pense que dans la question de l'étudiant du CHEC, on parlait plus du juste à temps dans la chaîne d'approvisionnement. Puis ça, effectivement, moi aussi, je me rappelle dans mes cours au HEC, c'était ça qui était considéré comme le modèle parfait. Parce qu'effectivement, tu ne payes pas de prix d'entreposage, tu ne gères pas le risque de l'entreposage. Tu sais, en fait, tout le risque est maintenant sur le fournisseur. Tu as envoyé tout le risque sur le fournisseur, puis toi, tu t'en es dégagé à 100%. Donc, c'est clair que c'est le monde idéal, mais ça ne tient pas du tout ça ne prend pas du tout en considération d'autres externalités, comme le disait Catherine, qui sont beaucoup plus collectives. Puis ça, je pense que c'est un point vraiment important que cette étudiante-là a soulevé, donc on la remercie, parce que il faut changer. La société, c'est à tous les niveaux. Donc, ce qu'on enseigne là, dans les universités, il faut que ça prenne aussi en considération d'autres types d'externalités. L'objectif n'est le but, pour reprendre le livre qu'ils nous font lire au HEC, là, c'est pas juste de faire de l'argent quand on est une entreprise, mais il faut aussi considérer qu'il y a d'autres externalités. Puis ça, c'est toutes les normes ESG. Puis ça, c'est aussi forcé par une réglementation qui pénalise les mauvais comportements. Alors, on va continuer à puiser dans notre gisement de questions des participants qui sont plus pertinents les uns que les autres, Hélène. Oui, ça continue à rentrer. Il y a une question assez intéressante. On parle avec le réseau souterrain au centre-ville de Montréal. Est-ce qu'on pourrait imaginer intégrer le transport collectif à la logistique urbaine en dehors des heures de pointe? Qui veut y aller? Je vois Sarah qui dit oui, oui, oui. Mais Yves a beaucoup de projets en ce sens-là, je pense, puis il peut partager un peu des expériences vécues. Mais oui, il y a eu beaucoup d'utilisation, parce qu'on peut penser à du Uber, son coffre est pas plein à tout moment. Là, il pourrait transporter de la marchandise dans les taxis, dans le transport collectif autrement. Il y a beaucoup de possibilités là, dans le fond, monétiser
d'une deuxième façon. Exactement. Alors, on va y aller avec Yves et ensuite de ça, Catherine. Parfait, merci. Effectivement, c'est, on va dire, le transport hors de pointe, surtout de marchandises, peut effectivement aider beaucoup de choses, mais il faut faire très attention aux effets rebonds que ça peut avoir. Et donc, si on jumelle les réglementations avec le transport hors de pointe, on peut effectivement utiliser ça comme une carotte en disant si c'est bien fait, que ça soit, parce qu'il faut que ça soit bien sûr pas des nuisances pour le reste des gens qui peuvent habiter dans ces quartiers-là ou ce genre de choses. On peut effectivement potentiellement on va dire, stretcher les heures de livraison si c'est fait de manière propre, de manière durable, etc. Et donc, donner un peu plus de carottes à la logistique durable. Plus de carottes. Catherine? Mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est cette incapacité qu'on a à valoriser notre capacité résiduelle. Puis la capacité résiduelle, ça veut dire les sièges vides qui se déplacent, les mètres cubes vides qui se déplacent, les parties de réseau qui ne sont pas utilisées à différentes heures. Puis quand on se permet de faire le calcul, les chiffres sont à pleurer. Là. Les taux d'utilisation de notre infrastructure routière, quand on tient compte des chaises vides, c'est comme 4-5 %. C'est piètre. C'est épouvantable. Donc, il y a vraiment mais ça, c'est en théorie. Après ça, la façon dont on opérationnalise ça, donc qu'on assure qu'on peut mieux utiliser cette capacité-là, c'est pas si évident. J'ai vu beaucoup d'initiatives, mais j'ai pas encore vu de programme à grande échelle qui est effectivement mis en place à quelque part. Mais ça mérite vraiment d'être réfléchi avec la transformation de la mobilité actuellement. Et là, on a des infrastructures en place. La mobilité des personnes se transforme. On a une inversion des flux. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir comment on utilise nos infrastructures pour répondre aux deux types de besoins de déplacement. Et c'est quoi je dirais, parce que la réalité est là, mais on ne semble pas avoir, le déclencheur pour faire cette analyse-là. Comment vous expliquez ce frein-là? Est-ce qu'on est dans notre confort et l'indifférence? Bien, tu sais, dans d'autres pays, que ce soit en Inde, en Afrique, en Amérique latine, si vous avez déjà pris l'autobus, vous aurez remarqué que dans le fond de l'autobus, il y a plein de boîtes sur le toit, il y a des boîtes. Hein, il y a pas d'intelligence artificielle là, ici. Il y a un besoin qui est qu'on optimise nos ressources. Elles sont plus réduites. Donc, si on est pour se déplacer puis mettre de l'essence, bien, on va vraiment maximiser l'utilisation de. Bien, ici, c'est pas parce qu'on n'a pas la techno, c'est juste parce qu'on n'a pas mis ça en branle. On n'a pas pensé que c'est peut-être on est trop confortable, effectivement. Mais il y a clairement, il y avait quand même, tu sais, on peut envoyer des colis avec Orléans Express. Là, il y a quand même déjà ça qui existe. Ben, s'il existe ça, ben, on pourrait le faire avec beaucoup d'autres types de. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas la techno, c'est pas parce que c'est trop difficile. Là. Je reviens à une question que j'avais tantôt, puis qui est la même. Comment ça se fait que, parce que financièrement, il y a un bénéfice à faire ça. Normalement, là, si j'optimise, là, il y a un bénéfice, ma rentabilité va être meilleure. Comment c'est que ce calcul-là se fait pas? C'est-tu parce qu'on n'a pas de modèle, Catherine? C'est une bonne question. Je pense aussi qu'on a un enjeu organisationnel. C'est qu'on a des réseaux qui sont souvent des réseaux publics. On a des entreprises de transport souvent qui vont être privées, en tout cas du côté des marchandises. Je pense qu'il y a un nouveau mécanisme à mettre en place pour assurer. Il y a certainement des questions d'assurance. C'est sûr qu'il y a des questions compliquées qui ne sont pas liées à l'infrastructure, qui ne sont pas liées à la logistique ou à la capacité d'avoir des systèmes intelligents. C'est pas ça. Je pense que c'est vraiment d'une autre nature. Parce que là, on peut penser, on veut remplir le métro avec des paquets. C'est pas si trivial que ça. C'est ça que je veux dire. En théorie, effectivement, il y a de la capacité, il y a des questions de sécurité publique, sans doute, là-dedans. Il y a plein de choses qu'il faut gérer. Il faut assurer la traçabilité des paquets, sans doute encore plus. Donc, il faut voir qui va être responsable. Je trouve que l'idée est vraiment attractive. Là, en théorie, c'est intéressant. On en a de la capacité résiduelle. C'est épouvantable. Donc, il faut réfléchir à ça. Là. Ce que je rajouterais, Catherine, aussi, c'est quand il y a une rupture de charge, ça rajoute effectivement des coûts. Donc, effectivement, on parle quand on dit multimodalité, c'est d'avoir plein de types de transports différents, que ça passe du ferroviaire, un vélo, un camion, et puis passer par le transport en commun. Mais c'est ça. Et en fait, c'était toute l'hypothèse du projet Colibri, donc à Montréal, de Jalon, et un projet qu'on essaie aussi de faire avancer de plus en plus à Montréal. C'était ça. C'était est-ce que justement ce transbordement, ce changement de véhicule d'un camion à un vélo, mais avec un véhicule qui est beaucoup plus performant, est-ce que justement il y a des gains économiques? Et la réponse était absolument oui. Donc c'est pour ça que même d'ailleurs partout dans le monde, maintenant il y a des millions, que ce soit maintenant même à côté à Vancouver, ils sont en train d'essayer d'en mettre, à New York, etc. À Montréal, on continue de travailler dessus, mais c'est
En tout cas, voilà ce que je vais rajouter. Merci beaucoup. On va encore du côté d'Hélène pour voir s'il y a des questions du public. Oui, Marie, on a des questions qui portent encore beaucoup sur le transport des marchandises. Entre autres, on sait avec la pandémie, on a eu une explosion des commandes en ligne. Donc, ça a gagné vraiment en popularité. Donc, on veut savoir un peu quels sont les impacts et comment on peut remédier à ces impacts-là. Et vous l'avez abordé, vous nous aviez dit qu'il y avait évidemment plus de transport, plus d'emballage. Est-ce qu'on peut remédier à ça? Est-ce qu'il y a des façons de faire si j'ai décidé de déménager sur la Côte-Nord maintenant et que je fais du télétravail? Est-ce qu'il y a des façons de faire pour amoindrir mon empreinte carbone quand je fais livrer? Absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi pour revenir à un point qu'on disait en région. En fait, parfois, l'achat local, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si on revient sur un véhicule d'une personne qui va acheter un marteau et qui fait 20 km pour acheter un marteau, eh bien, en fait, si on fait vraiment une calcul de GES, peut-être qu'il aurait dû se le faire livrer avec un véhicule qui avait plein de paquets et qui a fait le sens inverse. Donc, la réponse que j'ai, c'est que c'est très, très, très compliqué. Et moi, je suis très content que plein de gens se posent la question et qu'il y a des gens comme Catherine qui essaient d'analyser la question et puis comme Sarah aussi qui essaie de faire plus d'électrification pour justement rendre ça plus facile pour tout le monde. Mais la réponse, c'est que c'est pas facile. Et comment est-ce qu'on fait? Si on va sur la circularité, c'est aussi de regarder est-ce qu'on a besoin d'acheter tout ce qu'on achète, est-ce qu'on peut réutiliser, est-ce qu'on peut voilà, ça va beaucoup dans la RTA qui est justement réduire. Ben, c'est intéressant parce que c'est l'atelier qu'on avait précédemment. Mais est-ce qu'il y a des aides à la décision qui existent si j'ai justement ce choix du marteau à faire? Je sais que, par exemple, ma quincaillerie est à 20 minutes de voiture. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des applications qui existent ou est-ce que ça devrait exister pour nous aider à faire les bons choix comme consommateurs? Puis on le sait, là, c'est parfois beaucoup plus complexe. On pense qu'avoir une voiture électrique, c'est une bonne affaire, mais finalement, on se rend compte avec toute l'empreinte écologique que c'est plus compliqué que ça. Alors, Sarah, est-ce qu'il y a des options qui sont offertes aux consommateurs? Bien, juste pour revenir sur la question de l'auto électrique, il faut l'utiliser longtemps. Tu sais, c'est ça, il faut faire beaucoup de kilomètres avec. Il faut l'utiliser toute une vie. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas l'utiliser 20 000 kilomètres puis penser que c'est mieux. Non, comme tout produit, il faut l'utiliser jusqu'à sa fin de durée de vie pour que vraiment ce soit écologiquement bénéfique. Puis au Québec, avec l'approvisionnement d'hydroélectricité, ça l'est d'autant plus. Retour à la question. Est-ce qu'il y a des applications? Moi, je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment, je ne sais pas mes deux collègues si vous en connaissez, mais si vous en connaissez, je serais preneuse d'utiliser ça. On va partir une start-up. Sinon, j'envoie ça, exactement, j'envoie ça dans mes membres pour que quelqu'un parte une nouvelle unité d'affaires, de vos produits. Oui, c'est super. Ça va être une nouvelle start-up qui va être née des deuxièmes assises. Il y avait Catherine et ensuite de ça, Yves. Oui, je vais compléter le propos de Sarah quand même sur les véhicules électriques, c'était sûr, c'est trop le fun de faire ça. Mais je voulais juste dire que il y a quand même un effet rebond potentiel, là. C'est que le véhicule électrique, faut l'isoler de l'ensemble des modes pour le comparer au véhicule à essence, mais que l'objectif est quand même d'assurer que quelqu'un ne fasse pas le pas vers l'acquisition d'un véhicule. Quand on met cette hiérarchie-là en place, là, la logique tient. C'est-à-dire que si quelqu'un veut opter pour le transport en commun, le vélo, la marche, c'est sûr que c'est mieux. Après ça, on a une autre hiérarchie. Je vais juste clarifier ça parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur les messages qui sont envoyés par nos gouvernements. Sur la question d'outils d'aide à la décision, en partant, c'est compliqué de mesurer l'empreinte complète. Là. Il y a des spécialistes d'analyse de cycle de vie, puis on fait le suivi complet. Il faudrait faire le suivi de la production du marteau aussi si on voulait vraiment être rigoureux dans l'analyse. C'est pas si clair. Je pense quand même que l'idée a priori, là, des règles du pouce, là, c'est d'agréger nos déplacements pour faire une sortie et aller chercher plein de choses quand on a beaucoup de kilomètres à parcourir. Ça semble simple et ça devrait être appliqué. Autre chose, je pense aussi que quand on commande, on peut faire la même chose en ligne parce que si on vit dans un milieu moins dense, on sait très bien que le véhicule qui va venir nous rejoindre va faire beaucoup de kilomètres pour nous apporter notre enveloppe toute mince. Fait qu'il y a quand même cette idée. Moi, je pense que le mot sobriété, on aurait avantage à l'utiliser davantage puis avoir une mobilité plus réfléchie et raisonnée. Ça, c'est des mots que je vois apparaître ailleurs là, pour une mobilité plus raisonnée. Okay, j'ai besoin de quoi? Comment je vais optimiser ma chaîne de déplacement moi-même? Comment je vais optimiser ce qui va venir vers moi? Parce que là, maintenant, il faut sensibiliser les gens au fait que c'est pas parce qu'eux ne sont pas dans leur voiture qu'ils sont pas en train de générer des kilomètres. Et ça va déjà être un grand pas quand les gens vont s'approprier l'empreinte qu'ils créent par leur comportement d'achat aussi.
Mais ça aussi, il faudrait le mesurer. Si on avait un petit calculateur d'empreintes, ça serait déjà pas mal avec tout ce qu'on fait. Alors moi, je suis pour ça, là, on va se partir une entreprise après les assises. Yves, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais juste dire que c'était presque impossible en fait de vraiment savoir parce que quand on envoie quelque chose, tous les transporteurs ont aussi des points de dépôt différents et peut-être même si on s'envoie, exemple, je veux faire un achat local, je me fais envoyer à Montréal, ça peut aller à l'est de l'île sur un dépôt qui après va à l'ouest de l'île, qui après revient juste à côté dans le même quartier. Donc c'est vraiment très très compliqué. Par contre, c'est exactement comme Catherine disait, favorisons le groupage, surtout aussi la manière d'aller chercher plus active. Plus sobre en carbone, c'est des bonnes approches. C'est ça, mais optimiser, moi, je retiens ça beaucoup. Puis c'est aussi, quand vous parlez de mode actif, là, il y a des effets bénéfiques aussi sur le système de santé dont on parle pas puis dont on tient pas compte, qui pourraient rajouter à la complexité. Je vais aller voir Hélène avec les questions du public. Oui, il y a 2 questions. Je vais être gourmande, Marie. Là, je me permets 2 questions d'un bloc, mais qui sont assez différentes. La première, est-ce que vous seriez au courant de discussions autour d'une mutualisation généralisée des véhicules publics, que ce soit la police, Hydro, etc.? Donc, est-ce que vous êtes au courant si ça existe? Puis, deuxième question, en fait, souvent en économie circulaire, on parle de logistique inverse. Oui, la livraison du producteur vers le consommateur, mais comment le produit peut revenir du consommateur vers le producteur qui pourrait faire de la réparation, reprendre ses produits en fin de vie. Donc, c'est des questions là, sur lesquelles on aimerait vous entendre. Alors, Yves? OK. Moi, je vais peut-être plus prendre la deuxième question que la première sur la logistique d'avoir inverse. 2 questions. Ouais. On peut choisir. Exact. La logistique inverse, effectivement, c'est encore relativement jeune, je pense, en termes de produits, que je veux dire de produits et que ça soit une application ou de pratique. Ce que je soulignerais quand même, c'est que la circularité, justement, ça peut faire augmenter beaucoup le kilomètre de transport quand on envoie un objet se faire réparer. Mais la circularité, dépendamment de quelle échelle. Si on a une échelle locale, c'est une échelle globale. Et un des exemples que je vais prendre, c'était un produit de très, très haute qualité. Pour exemple, je vais pas dire l'exemple parce que sinon ça dirait l'entreprise, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient que 2 usines dans le monde qui pouvaient justement réparer cet objet. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça faisait une empreinte carbone énorme pour cet objet parce qu'il devait faire 3 fois le tour du monde pour être réparé, puis après revenir là où il doit être utilisé. Donc aussi, la circularité à différentes échelles est importante. Et la logistique inverse aussi à différentes échelles est très importante de prendre en compte. Merci. Qui a le goût de peut-être aller vers la mutualisation de flotte? On a parlé de flotte municipale. C'est Sarah, je pense, qui parlait de flotte municipale. Mutualiser l'ensemble des flottes. C'est sûr, je sais pas. J'ai juste comme un a priori ici. Une voiture de police mutualisée, je suis pas sûre. Mais tout le reste, moi, je suis comme... Moi non plus, je suis pas sûre. Je pense que vraiment la police en a aller besoin. Chercher mon fils à la fin de la journée avec la voiture de police qui est restée là. J'ai l'impression que ça créerait certains émois. C'est ça, puis il me semble que ça donne le goût de toucher à tous les boutons, puis ça peut créer d'autres problèmes. Là. Moi non plus, je n'irai pas là. Mais pour ce qui est des flottes municipales, ça existe déjà dans certaines villes. C'est les projets Sauver, notamment. Dans certaines villes, je pense qu'il y a Victoriaville enfin, il y en a plusieurs. Donc, je pense que vous pouvez regarder ça sur le web. Sinon, en ce qui concerne juste la réparation de produits et tout ça, puis ça fait un peu le lien avec la question d'avant du marteau, c'est une des solutions, c'est de pas y aller, chercher un marteau, puis d'emprunter celui de son voisin et de mutualiser. Il y a certains projets, tu sais, je trouve que ça va venir aussi avec la mutualisation des flottes. Il y a certains projets dans certains quartiers de Montréal qui visent à mutualiser certains équipements. Dans une ruelle, par exemple, on mutualise la tondeuse, le marteau, même l'auto, la remorque, les vélos, les casques. Bon, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde utilise un marteau en même temps. Vous nous amenez ailleurs, Sarah. Au lieu que ce soit des grands ensembles, vous dites en même temps, on va mutualiser, mais avec des petits ensembles. Mais oui. Pourquoi est-ce que chaque personne devrait avoir un marteau et une tondeuse dans la vie? Quel mauvais investissement de son inventaire. Si on était une compagnie, si on était une PME familiale, on se dirait, j'ai mon inventaire qui est sous-optimisé là, actuellement. Je devrais le louer à mes voisins ou
encore, on s'achète un inventaire collectif dans la ruelle, puis on l'utilise. Ça existe déjà. Puis ça, je pense que dans une perspective peut-être de ruralité ou de région, où, tu sais, aller acheter un marteau, c'est dur d'y aller en vélo, mettons, parce que c'est vraiment loin. Mettons, là, Catherine, que je dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment loin. Et dangereux. Ça peut être dangereux aussi, mettons, oui, dangereux aussi. On pourrait peut-être juste emprunter, tu sais, on pourrait se faire un petit pool, là, comme mutualiser nos outils qu'on utilise moins souvent. Ça, je pense que c'est intéressant parce que ça se fait avec les gros équipements agricoles. Maintenant, de plus en plus, hein, on mutualise ça parce que des moissonneuses-batteuses, on n'en a pas besoin tout le temps. On peut se faire un horaire et on l'organise. Alors oui, Catherine. Oui, moi, je voulais venir sur deux choses. En fait, je trouve les flottes partagées, il y en a. Bon, on a Communauto, dont notre compagnie qu'on adore québécoise, qui a quand même des comptes corporatifs. Donc, ça, c'est pour répondre aux besoins des compagnies. Je pense qu'on a des petits projets aussi dans les quartiers comme Locomotion, qui était super, dans lesquels on avait incité au partage de véhicules et vélos, etc. Mais moi, je trouve que la question, là, le produit qui le sert le moins, ça reste le véhicule privé. Et on l'avait fait, le calcul. J'ai des idées farfelues comme ça. On a fait la mutualisation complète des autos dans la grande région de Montréal pour voir si les gens acceptaient de marcher pour aller chercher un véhicule, combien on en économiserait. Puis on en a à peu près 1,8 million qui sont actifs quotidiennement pré-pandémie. Puis on pouvait aller jusqu'à 1 million selon les distances de marche qu'on acceptait de mettre dans notre simulation. C'est énorme. Ça témoignait de la piètreté de l'utilisation de ce produit. Fait que je trouve que c'est une très bonne question, mais en même temps, le produit, sans doute l'inventaire qu'on a le plus et qui sert le moins, ce sont nos véhicules qu'on paye si cher, pour lesquels on met tant d'argent. Puis j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Catherine dit, puis qui fait le lien avec son commentaire sur mon commentaire sur l'auto électrique. C'est qu'on n'en fait pas au Québec d'auto, ni des électriques, ni des rien. Fait qu'on les importe. Fait que quand même, en plus, c'est pas bon pour l'économie du Québec, ça affecte négativement notre balance commerciale. Donc, effectivement, de les mutualiser peut-être par des véhicules plus gros qui, eux, sont faits au Québec. S'ils sont électriques en plus, ça veut dire qu'on n'importe pas de pétrole sans compte. Donc, l'effet économique et en plus de l'effet environnemental, on a vraiment gagnant à tout horizon. Ah, vraiment, vous êtes passionnant. On a plein de pistes. Hélène, je suis certaine qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais dans le fond, c'est une conversation qui doit se poursuivre parce que si on veut changer nos comportements, il faut en parler, il faut comprendre. Moi, j'aime beaucoup ça, comprendre les impacts économiques de nos choix aussi et de voir que, comme le disait Catherine, on investit beaucoup de sous. Vous savez quoi? On a peut-être de l'espace pour une dernière question, Hélène. Il y a des cadeaux comme ça qui arrivent dans la vie. Alors, on y va. Une dernière question, Hélène? Oui, on était verbal en backstage tantôt. Là, on a eu des signes comme qu'on avait du temps. Donc, oui, c'est ça. C'est efficace. On parlait de mutualisation. Donc, peut-être qu'on l'a abordé en partie, mais on se demande dans le public comment intensifier l'usage des véhicules électriques ou non, mais dans des milieux faiblement peuplés. Donc, en milieu urbain, c'est peut-être plus facile d'emprunter la voiture de son voisin, mais comment on fait ça quand on est éloigné? J'ai justement un projet sur ça actuellement. Je ne sais pas si je peux me permettre, là, je sais que je n'étais pas un gros plan. Mais en fait, la pandémie, j'ai dit qu'on était on vit une rupture importante. Puis la pandémie, avec l'augmentation du télétravail, puis je pense que tout le monde est à peu près d'accord qu'on va avoir 2-3 jours de télétravail pour ceux qui sont en mesure de le faire. Là, donc, ça va demeurer. Et là, il y a vraiment un surplus encore plus gros de véhicules. Et là, on évalue l'ouverture à la participation à des systèmes d'autopartage avec des véhicules électriques. Donc, on combine vraiment deux éléments intéressants dans des milieux moins denses. Et on va évaluer justement l'ouverture des gens. Puis la question qu'on va leur poser, c'est leur satisfaction à l'égard de leur motorisation actuelle. Parce qu'il y a une partie de la population qui se questionne sur est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 autos maintenant que, je vais peut-être me déplacer moins fréquemment. Parce que un des freins à la démotorisation, c'est de ne pas avoir d'alternative pour le déplacement domicile-travail. Mais si celui-ci diminue en fréquence, là, on a une nouvelle opportunité. Ce sont des marchés qui n'existaient pas nécessairement avant. Et là, on va vouloir voir. Mais je pense qu'il y a un potentiel. Puis, ce que je pense que je perçois, c'est qu'un des enjeux, c'est vraiment l'accès. Comme c'est peu dense, positionner les véhicules, c'est plus compliqué parce qu'il faut que les gens puissent y accéder plus simplement. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment un nouveau marché qui s'ouvre grâce à la pandémie. Bien, merci beaucoup. Sarah?
Et après? On en a parlé tantôt, des projets de transport à la demande peuvent vraiment remplacer, être une belle alternative. On en a parlé. Mais tu sais, je pense qu'effectivement, post-pandémie, les gens ont pris des nouvelles habitudes de dépenses. Puis vraiment, je pense que c'est un point majeur quand on pense à ça, que chaque personne va investir, achète un bien à 50, 40, 50 000 de façon récurrente, régulièrement. Quand on pense à ça, c'est comme s'acheter un quart, un huitième de maison, régulièrement. On peut faire tellement de choses avec ça. Puis avec la pandémie, on a pris tellement de nouvelles habitudes de dépenses. Il y a des gens qui se sont mis à aller dans des chalets. Là, toutes nos habitudes de dépenses ont été chamboulées. Puis là, d'un coup, les restaurants vont réouvrir. Puis là, ça va être comme, OK, là, il faut que je me rachète des vêtements. Je veux retourner au restaurant. Je veux revoyager. J'ai peut-être acheté un chalet. Peut-être l'auto. C'est là que ça peut être intéressant. Est-ce que j'en vais vraiment en avoir besoin? Si mon bureau, finalement, j'ai plus besoin d'y aller si souvent que ça, ce serait un bon moment là, pour faire des publicités à la télé pour dire en avez-vous vraiment besoin de votre troisième voiture? Troisième voiture. Un dernier petit point, et je pense que tout le monde ici serait d'accord, c'est que le mot d'ordre, c'est partage, que ce soit des trajets, des véhicules, mais aussi des données. Ça prend beaucoup de partage de données pour comprendre où sont les gens, quels sont leurs besoins, où sont les véhicules, quelles sont les routes. Donc, les données ouvertes, des données accessibles, des données, on appelle aussi un peu la mobilité intégrée, donc bien présentées aux utilisateurs. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour avoir des bonnes chaînes de transport, de mobilité durable. Je pense que c'est très intéressant. Moi, j'ai une question pour vous pour la fin. Alors, si on veut accélérer le processus, vous nous avez dit ça prend des données, il faut accepter de partager, il faut changer notre état d'esprit. Catherine nous a parlé aussi des changements de réglementation. Si on a une locomotive à mettre en avant du changement, ce serait quoi? Donc, la chose la plus importante. Moi, je dis toujours, il y a l'essentiel, l'important, l'accessoire, là. L'essentiel, qu'est-ce qu'on met de l'avant, Sarah? C'est moi en premier. Je priais pour être en 2 ou 3e. Je pense à ça, il faut que je les hiérarchise dans ma tête. Mais en tout cas, il y en a un que j'ai goût tout de suite de nommer, là, qui me vient en tête, puis à bien y penser, peut-être que c'est pas ça la prioritaire, puis il y en aurait quelques-unes, mais en tout cas, il y en a une qui me ressort, je pense, de notre discussion, c'est l'importance que le public travaille avec le privé. Ah, oui. Donc, les réseaux publics travaillent avec le privé pour pouvoir insuffler ces pratiques-là de mutualisation, d'utilisation de la technologie. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit, je ne sais pas si, je me souviens plus c'est qui, mais quelqu'un qui m'a dit, si le gouvernement t'a dit qu'il veut développer une application, là, peut-être que tu peux te demander si c'est une bonne idée. Bien, je pense qu'on devrait transiter vers des modes de partenariat entre les réseaux publics et le privé, notamment dans la mobilité intégrée, qui vont vraiment permettre d'accélérer. Puis je pense que c'est ça, en fait, un des grands freins à l'accomplissement de tout ce qu'on a nommé. Mais il y en aurait certainement d'autres. Peut-être qu'à la fin de mes 2 collègues, j'en aurai d'autres. Mais j'aime ça, c'est très intéressant, justement, une plus grande fluidité dans les collaborations, briser les silos. Ce sont des éléments qui ont été mentionnés dans d'autres filières, mais je pense que ça reste que c'est une piste qui est hyper importante. Catherine? Oui, moi, je dirais 2 choses rapidement, là. Je pense que la question d'optimiser de façon intégrée le transport des personnes et des marchandises, il va falloir éventuellement se doter d'un cadre pour évaluer ça. Puis mon 2e point, je sais que j'ai pas le droit, mais je vais le faire pareil, c'est qu'on devrait rendre plus explicite l'ensemble des impacts. On a tendance à regarder, ça c'est gaz à effet de serre, puis là, on fait juste évaluer en fonction des gaz à effet de serre. Ça marche pas, ça. Il faut avoir gaz à effet de serre, impact sur la santé, utilisation des ressources, impacts environnementaux plus globaux, tout ça, là, équité, inclusivité. Il faut qu'on ait un cadre plus global d'évaluation des stratégies, puis on doit les mettre à l'épreuve. Tout projet doit être mis à l'épreuve de l'ensemble de nos objectifs, pas juste gaz à effet de serre, pas juste économie. Il faut que ça passe le test sur l'ensemble des critères. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis l'impact financier, que les gens comprennent dans tous ces impacts-là, qu'il y a des choses au niveau financier, ça peut être drôlement rentable. Merci beaucoup. Et Yves, le mot de la fin? Le mot de la fin. Je ne sais pas si ça va être celui qui va être le plus apprécié, mais je pense qu'on a besoin de réglementation très fort. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est dans une urgence climatique
Et oui, les incentives et les carottes peuvent faire changer les comportements, mais est-ce que c'est assez rapide? Personnellement, je pense que non. Et donc, il faut on va commencer à avoir des réglementations. Ça, on voit ça beaucoup en Europe. C'est ce qui fait changer les choses rapidement, et surtout en transport de marchandises, pour un peu reclassifier les choses. Et voilà. Et donc, pour bien le faire, effectivement, ça prend des partenariats privés, publics pour comprendre les besoins, pour assurer que les réglementations soient bonnes et soient utiles, et non un peu comme on peut parfois les avoir, c'est un peu des head scratchers, comme on dit. Ben, Catherine Morancy, Yves Sagnières et Sarah Hood, merci pour votre énergie et votre passion, et aussi pour vos solutions. Merci infiniment. Merci.